Lorsque nous prenons les sites web de façon générale, nous pouvons les classer en deux grandes catégories. D'un côté, nous avons les sites web statiques, qui sont des sites affichant simplement du texte et des images statiques à l'utilisateur. Il s'agit de sites dont les contenus sont rarement mis à jour, d'où le nom site statique. Les sites statiques conviennent aux sites de présentation, aux sites vitrines, etc. Bref, aux sites qui ne nécessitent pas d'interaction de la part de l'utilisateur. D'un autre côté, nous avons les sites web dynamiques dont le contenu change en fonction des interactions de l'utilisateur ou des données stockées dans une base de données sur un serveur. À titre d'exemple de sites web dynamiques, nous pouvons citer les sites de e-commerce, les plateformes de cours en ligne, etc. Il s'agit de sites permettant une interaction utilisateur plus poussée. Pour interagir avec un site web, les internautes passent par des formulaires. Dans cette vidéo, nous verrons comment créer un formulaire HTML pour permettre aux utilisateurs d'interagir avec notre site web. Sur un site web donné, un formulaire est utilisé pour collecter des données auprès de l'utilisateur afin de les traiter. Ces données peuvent être utilisées par exemple pour effectuer des calculs, servir de critères de recherche dans une base de données, être enregistrées dans une base de données, etc. Un formulaire sur un site web est constitué d'un ou de plusieurs éléments de formulaire, également appelés des contrôles. En plus des contrôles, un formulaire peut contenir un bouton permettant de le soumettre, ainsi qu'un bouton d'annulation permettant généralement de vider le formulaire. Dans la pratique, un formulaire peut se présenter visuellement comme suit. Donc nous avons sur cette image deux exemples de formulaires. Le premier provenant du site Yelp et le second provenant du site HackerRank. Donc comme nous pouvons le voir, le formulaire, son rôle c'est de permettre de récupérer des informations sur l'utilisateur afin d'effectuer un traitement donné. Donc nous avons ici un formulaire qui permet à un utilisateur de s'inscrire et nous avons ici un formulaire qui permet à un utilisateur de contacter les personnes qui sont responsables du site. Donc si nous prenons l'exemple du formulaire de gauche ici, nous voyons qu'il est constitué de champs permettant la saisie, de champs permettant de faire des sélections, de faire des choix, etc. Pareil, lorsque nous prenons le formulaire de droite ici, donc nous avons également des zones de saisie, des zones permettant de sélectionner par exemple le pays, la taille de l'entreprise, de préciser le numéro de téléphone, etc. Donc pour ces deux formulaires, en plus des contrôles, des éléments de formulaire que nous appelons des contrôles, nous avons des boutons qui permettent de soumettre le contenu du formulaire afin d'effectuer un traitement dessus. Nous venons de voir qu'un formulaire peut être constitué de plusieurs éléments de formulaire, c'est-à-dire des contrôles qui permettent de contrôler les données qui seront saisies par l'utilisateur. Donc ici, nous avons procédé à une petite annotation de formulaire pour présenter les différents éléments de formulaire qu'on peut avoir sur un formulaire. Donc l'idée, c'est qu'on puisse connaître bien le nom, et lorsqu'on parle par exemple de case à cocher, qu'on sache par exemple que c'est cet élément dont nous sommes en train de parler. Donc si je procède un peu au zoom sur cet élément, donc nous avons entre parenthèses les noms techniques ou les noms utilisés dans le jargon HTML pour désigner ces éléments, et ici nous avons les noms en français qu'on utilise généralement pour désigner ces éléments de formulaire. Donc si nous prenons le premier formulaire ici, nous avons ici ce qu'on appelle la case à cocher, comme son nom l'indique, qui est un checkbox qui nous permet de faire un choix. Donc généralement, il est suivi d'un test pour nous poser une question, et si nous sommes d'accord avec la question qui est affichée juste à côté de la case, il suffit de cocher la case pour dire que oui, j'accepte ou je n'accepte pas. Donc ici, on dit en continuant, j'accepte les conditions d'utilisation. Donc ici, en cochant par exemple cette case, ça va nous permettre de dire à la personne qui a créé le site que nous acceptons les conditions d'utilisation du site en question. Donc ceci s'appelle un checkbox. Donc nous avons les tests, tout ce qui est test qui est associé au champ de saisie ou au contrôle pour donner plus d'informations à l'utilisateur sur ce que le contrôle permet de faire. Donc tout ce qui est test généralement est appelé étiquette, légende, et dans le jargon on l'appelle des labels. Donc ici, nous avons différentes étiquettes. Donc ceci représente une étiquette qui est associée à ce checkbox. Nous avons ici également une autre étiquette qui est associée par exemple à ce champ pour permettre d'indiquer que ce champ va contenir l'email. Et nous avons également des étiquettes qui peuvent se présenter comme ça et qui sont associées à d'autres contrôles que nous verrons par la suite. Donc tout ce qui est test sur un formulaire est considéré comme une étiquette qui est associée à un champ donné. Donc si je reviens là, donc en plus de la case cochée, des étiquettes, dans un champ, on peut avoir des tests indicatifs, c'est-à-dire ce qu'on appelle des placeholders. Donc lorsqu'il n'y a rien dans le champ en question,
on peut mettre un test indicatif pour informer un peu l'utilisateur de ce qui doit être mis dans le champ. Donc certaines personnes l'utilisent en même temps comme étiquette, au lieu d'associer une étiquette au champ en question, ils utilisent directement le placeholder comme étiquette. Donc ici, vous allez voir que sur ce site particulièrement, nous n'avons pas des labels qui sont associés à ces différents champs, mais c'est le test indicatif qui est utilisé directement pour spécifier ce que le champ doit contenir. À la différence de ce design, par exemple, donc c'est une question de design. Donc ici, par exemple, on précise explicitement ce que doit contenir ces différents champs. Donc au lieu d'utiliser le placeholder, ils utilisent plutôt un label qui est plus explicite. Donc c'est une question de design. Donc à voir ce qui vous paraît plus intéressant. Donc il faut faire la différence entre les tests indicatifs, parce que les tests indicatifs sont généralement placés à l'extérieur ou au-dessus des champs de saisie ou des contrôles, alors que le test indicatif est bien précisé à l'intérieur, et lorsqu'on commence par taper une valeur, donc le test indicatif disparaît. Donc c'est la différence entre les tests indicatifs et les étiquettes. Donc nous avons ensuite les champs de saisie classiques, donc pour des saisies simples qu'on appelle généralement des inputs. Donc ces champs nous permettent de saisir du test sur une ligne ou du test qui n'est pas beaucoup. Donc nous avons également des listes d'options qu'on appelle des selects qui nous permettent de faire un choix unique dans une liste d'éléments. Donc si nous avons par exemple 5 éléments dont nous voulons choisir un, donc on peut utiliser les selects. Donc nous avons également une autre façon de faire la sélection d'une valeur unique, mais lorsque nous avons un nombre réduit d'éléments. Donc ici, nous n'avons que 3 éléments, donc on peut utiliser dans ce cas ce qu'on appelle les boutons radio. Donc généralement, lorsque nous avons maximum 3 éléments, on veut permettre à l'utilisateur de faire un choix, on utilise les boutons radio. Mais lorsque nous avons plusieurs éléments, c'est-à-dire plus de 5 éléments à proposer, donc on part généralement sur les listes d'options, c'est-à-dire les selects. Donc nous avons également des champs de saisie permettant d'écrire du test sur plusieurs lignes, donc on appelle ça des champs de saisie multilignes, qu'on appelle dans le jargon des tests à arrière. En plus de cela, sur un formulaire, on peut également avoir un bouton qui permet soit de soumettre le formulaire ou de procéder à l'annulation du contenu du formulaire ou de vider le formulaire, de le ramener à zéro. Donc voilà pour donner une idée générale des différents éléments qu'on peut avoir sur un formulaire ou qu'on rencontre généralement sur un formulaire avant de rentrer dans la pratique. Donc nous allons apprendre par la suite à créer ces différents éléments. Donc dans cette partie, nous allons procéder juste à la partie HTML vu que cette vidéo est dédiée au HTML. Donc dans une autre vidéo, nous procéderons au style, c'est-à-dire rendre joli les différents éléments. Nous allons donc ouvrir notre éditeur et voir comment créer ces différents éléments. Nous avons donc ici un fichier HTML qui représente une page HTML classique, donc qui est affiché dans le navigateur et qui se présente comme suit. Donc l'idée, c'est de procéder à la création ou voir comment créer les différents éléments que nous venons de voir en utilisant le HTML. Donc nous allons, comme d'habitude, écrire le code et procéder à son test ici. Donc nous allons commencer par voir comment créer un formulaire. Donc pour créer un formulaire en HTML, on utilise la balise form. Donc form comme ça, qui nous permet de créer un formulaire qui servira de conteneur à des éléments de formulaire qu'on appelle les contrôles. Donc nous verrons plus tard dans d'autres vidéos à quoi sert cet attribut. Donc je l'enlève pour le moment, nous n'avons pas besoin de cela. Donc en procédant ainsi, on vient de créer un formulaire HTML. Donc si j'enregistre ceci et que je retourne sur ma page HTML, que je l'actualise, on verra qu'on n'aura rien de particulier sur la page parce que ceci permet juste au navigateur de dire que nous voulons créer un formulaire. Mais pour le moment, nous n'avons pas défini les éléments de contrôle qui permettent d'afficher les différents éléments, comme nous l'avons ici. Donc pour le moment, nous n'avons rien, ce qui explique le fait que rien ne s'affiche sur notre page. Nous allons maintenant commencer par voir comment créer les différents éléments de formulaire. Pour créer un élément de formulaire, on passe par une balise ou une série de balises pour lesquelles on définit des attributs permettant de préciser le type de l'élément de contrôle, sa valeur, son état, sa validité et son nom. Nous découvrirons donc les différentes balises et attributs progressivement durant cette vidéo.
Comme target pour notre vidéo, nous allons essayer de créer le formulaire que nous avons là, c'est-à-dire le formulaire du site de Yelp, mais en utilisant le design que nous avons ici. C'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser des placeholders directement, nous allons, ou des tests indicatifs pour indiquer le nom du champ ou ce que doit contenir le champ, nous allons plutôt utiliser des étiquettes associées à des champs. Donc on va créer ce formulaire qui est ici, le même formulaire ici, mais en utilisant une présentation ou un style de présentation qui va ressembler à ça. Donc nous allons nous focaliser sur la création de ce formulaire. Donc nous allons commencer par le plus simple, c'est-à-dire créer un champ permettant de récupérer le nom et le prénom de l'utilisateur. Donc il s'agit ici d'un input de test, d'un champ de saisie de test simple. Donc pour créer un input, donc nous avons dit tout à l'heure que pour créer des éléments de formulaire, il suffit d'utiliser des balises et on définit certains attributs pour pouvoir avoir des apparences ou des comportements donnés. Donc pour créer un élément de formulaire permettant la saisie, on utilise la balise input qui prend comme type la valeur test. Donc le type permet d'indiquer ce que ce champ de saisie va prendre comme valeur. Donc cela permet de changer des fois l'apparence de ce contrôle en fonction du type que nous avons ici. Donc nous verrons d'autres types par la suite. Donc pour créer simplement un champ qui peut récupérer des valeurs textuelles, on utilise input, comme ça on peut faire simplement ceci, ou préciser le type qui est test par défaut. Donc j'enregistre là. Je retourne dans mon navigateur. Donc j'actualise la page. Donc je vois que j'ai un champ de saisie qui me permet de saisir du test ici. Donc là, on voit que j'ai un champ de saisie, mais rien ne m'indique le contenu que je dois saisir ici. Donc c'est dans ce sens qu'on peut utiliser le label, c'est-à-dire l'étiquette pour pouvoir associer un test à ce champ. Donc pour pouvoir définir l'étiquette qui sera associée à ce champ, on utilise le label. Donc la balise label qui permet de définir un test ou une étiquette associée à un champ donné. Donc ici, par exemple, nous pourrons mettre prénom. Donc je mets ceci. J'enregistre là, je retourne dans mon navigateur. J'actualise la page. Donc je vois que j'ai mon prénom qui est bien affiché et qui est à côté du champ que j'ai là. Donc ceci me permet d'indiquer que ce champ doit contenir le nom, le prénom plutôt. Donc pour bien séparer les éléments, je peux ici mettre les éléments que je viens de créer dans un paragraphe. Donc je retourne dans mon navigateur, j'actualise la page. Donc je vois que j'ai mes éléments qui sont bien là. Donc ce champ me permet de saisir le prénom de l'utilisateur. Donc si nous retournons ici à notre target, donc nous avons le prénom, le nom, l'email, le mot de passe. Donc nous allons continuer. Donc là on vient de créer le prénom. Donc je copie-colle ça. Donc on va créer le nom de la personne. De type test également. Je sauvegarde. Je fais pareil pour l'email. Pareil pour l'email. Je vais continuer avec le mot de passe également. Le code postal, je vais laisser là où je vais la saisir également. On va l'utiliser pour voir comment contrôler ou modifier le type d'un champ pour que ça soit accepte seulement des valeurs numériques. Par exemple, donc je mets le code postal ici. Ok, donc on va s'arrêter là pour le moment. Donc je retourne ici. On retourne dans le navigateur, on va voir au moins si on a la présentation escomptée. Donc ça ressemble un peu à cela. L'idée n'est pas de faire le style, mais de voir comment déclarer ou utiliser des éléments de formulaire.
Donc ici, nous allons repasser sur ces différents champs. Donc nous avons le prénom, donc c'est bon. Nous avons le nom, l'email, le mot de passe et le code postal. Donc une chose que le HTML nous permet de faire, c'est d'avoir que notre site soit bien accessible, l'accessibilité. Donc lorsque nous définissons des champs comme ça, le HTML nous permet de faire en sorte que lorsque l'utilisateur clique par exemple sur ce champ, qu'il puisse tomber directement dans le champ de saisie qui lui est associé. Donc pour pouvoir faire ça, on utilise l'association de l'attribut for associé à un ID. Donc ça veut dire que lorsque nous voulons par exemple faire en sorte que lorsque l'utilisateur clique sur le mot de passe, qu'il accède directement à ce champ, nous allons définir pour ce champ un ID et faire correspondre et affecter la valeur donnée à l'ID à l'attribut for du label en question. De sorte que lorsqu'on clique sur le label, que cela nous redirige vers le champ de saisie en question. Donc nous allons voir comment faire cela. Donc ici, il me suffit de donner un identifiant à ce champ, de dire par exemple que ici, ça représente pour moi l'email. Donc après avoir fait cela, j'ai défini dans mon for ici que lorsque je clique sur le label email, dirige-moi dans ce champ en question. Donc j'enregistre là. Je retourne dans mon navigateur, j'actualise ma page. Du coup, ici, lorsque je fais par exemple cela pour le prénom, je clique actuellement sur le prénom, mais on ne voit aucune réaction. Pourquoi? Parce que je n'ai pas fait la mise en place pour le cas du prénom. Mais lorsque je vais par exemple sur l'email et que je fais ceci, on voit que automatiquement la saisie ou le contrôle est passé au champ d'email. Donc lorsque je fais ça et que je clique là, donc je suis plus obligé de cliquer forcément dans ce champ pour pouvoir saisir la valeur. Donc dès que je fais ceci, on voit que le curseur passe directement dans le champ associé à l'email. Donc c'est de cette façon qu'on peut associer un label explicitement à une zone de saisie ou à un contrôle donné. Donc on peut faire la même chose pour les autres, mais je ne vais pas le faire. Donc deuxième chose, pour un champ de saisie donné, on peut avoir plusieurs types. L'exemple ici, supposons que ici, c'est un champ qui est censé me permettre de saisir le mot de passe. Donc si je commence par taper par exemple mon mot de passe ici, ceci sera visible à l'utilisateur ou aux personnes qui sont par exemple derrière moi. Or le mot de passe généralement est caché lors de la saisie. Donc pour faire en sorte que ceci ne s'affiche pas, on passe par l'attribut type de l'input en question. Donc pour dire que je veux un champ de saisie de mot de passe, il me suffit de modifier ici le type et de lui donner la valeur password comme ça. Donc je sauvegarde, je retourne dans mon navigateur. Lorsque j'actualise la page, lorsque je tape maintenant du test ici, on voit que le test n'est plus affiché en clair à l'utilisateur mais caché. Donc c'est le type qui me permet de définir cela. Donc cet attribut type peut prendre plusieurs valeurs en fonction de ce que nous voulons faire. Donc ici nous allons voir quelques 2 ou 3 exemples, mais vous pouvez explorer vous-même la documentation du HTML ou vérifier qu'il y a d'autres utilisations du type. Donc ici par exemple nous sommes en présence d'un champ d'email. Donc je peux dire explicitement ici que mon champ, que je veux qu'il accepte des emails. Donc je peux procéder comme ça. Donc ça permet d'ajouter une validation côté client, c'est-à-dire dans le navigateur au champ en question. Donc lorsque je vais rester ici et que je vais commencer par saisir des valeurs, si les valeurs ne sont pas bonnes, j'aurai une validation de la part du navigateur sur ce champ. Donc si je fais ceci, ce champ peut me permettre de contrôler en quelque sorte la saisie des valeurs que je fais. Donc c'est juste pour être explicite et indiquer au navigateur ce que je suis en train de saisir. Donc pour le code postal par exemple, nous voyons que nous pouvons mettre des valeurs qui sont des caractères alphabétiques alors que le code postal est généralement une valeur numérique. Donc on peut indiquer au navigateur ici que le code postal, nous voulons que ce soit une valeur numérique.
Donc nous précisons ici juste le type, la valeur number. Donc je sauvegarde, je retourne dans mon navigateur, j'actualise la page. Donc là on voit déjà que l'apparence change ici pour me donner des éléments qu'on appelle des spinors qui me permettent d'incrémenter la valeur, de le décrémenter, parce que le navigateur sait maintenant que ce champ peut contenir que des nombres. Donc si je fais par exemple DD, actuellement je suis en train de taper les valeurs alphabétiques sur mon clavier, mais cela ne se matérialise pas dans le navigateur parce que j'ai dit explicitement ici que ma valeur acceptée ici, elle doit être que mon champ est censé contenir des valeurs numériques, raison pour laquelle le navigateur ne m'autorise plus à saisir des valeurs alphabétiques. Donc il existe différents types qu'on peut avoir. Donc je peux par exemple refaire un autre test ici. Donc supposons que ici nous voulons uploader un fichier par exemple. Donc je mets ici upload de fichier. Donc je peux créer un champ qui me permet plutôt un contrôle qui me permet de procéder à l'upload de fichiers. Donc c'est quelque chose qu'on rencontre souvent sur des sites. Donc si je fais ceci, donc j'ai cette présentation, mais si je change le type en file par exemple, donc ça me permet de changer l'apparence de ce contrôle pour me permettre maintenant de choisir un fichier. Donc si je fais ceci, donc on voit que là, il y a une boîte de dialogue qui s'ouvre pour me permettre de sélectionner des fichiers sur mon ordinateur. Donc je peux même faire ceci et l'ouvrir comme ça. Donc on voit que le fichier en question est sélectionné et lorsque je vais soumettre après mon formulaire, le fichier sera uploadé. Donc il existe différentes valeurs qu'on peut avoir. Donc vous pouvez explorer ces différentes valeurs. Il y a certaines que nous verrons encore par la suite. Mais vous pouvez explorer ces différentes valeurs selon le besoin. Donc on peut même par exemple faire quelque chose d'intéressant. Donc on peut dire par exemple que ici nous voulons créer un élément qui nous permet de choisir la couleur. Par exemple, donc on peut mettre ici color. Je sauvegarde, je vais dans mon navigateur, j'actualise la page. Donc on voit maintenant que j'ai un élément qui me permet de choisir une couleur pour faire une action donnée. Donc supposons par exemple que c'est la couleur d'un vêtement. La couleur par exemple, je sais pas, sur un site de e-commerce par exemple. Donc nous avons différentes apparences que le navigateur donnera au contrôle en fonction du type que nous précisons ici. Mais par défaut, le type correspond à test. Il arrive des fois qu'on ait besoin par exemple de créer un champ de saisie multiligne comme nous l'avons ici. Donc nous avons un cas ici, le cas du message que nous avons ici. Donc il s'agit d'un champ de saisie multiligne. Donc on peut créer cela en utilisant la balise test area. Donc ici ce que je vais faire, je vais mettre en commentaire tout ceci pour ne pas polluer le code ici, que pour avoir plus d'espace. Donc je mets en commentaire tout ça. Donc l'apparence, ok, j'ai réduit le maximum d'éléments sur la page. Je peux même enlever tout ça également, le mettre dans cette section. Ou je le laisse comme ça. Ok, donc nous allons maintenant créer un champ de saisie multiligne. Donc pour créer cela, on utilise le test, la balise test area. Donc on voit que notre éditeur nous propose déjà certains attributs qu'on peut utiliser pour agir sur ce champ de saisie. Donc nous avons calls qui nous permet de définir disons la largeur de notre champ de saisie. Donc ici par exemple, ça veut dire que ce champ de test a une largeur de 30 caractères par défaut et qu'il permet de saisir jusqu'à 10 lignes de test. Donc on va voir à quoi cela ressemble dans le navigateur. Donc je retourne là, j'actualise ma page. Donc si on fait un petit test ici, donc on a première ligne, deuxième ligne, troisième ligne, quatrième ligne, cinquième ligne, sixième ligne, septième ligne, huitième, neuvième et dixième ligne.
Donc par défaut, le champ de test peut contenir 10 lignes et si on vérifie également la largeur, ça nous donnera 30 caractères. Donc on peut agir sur ces attributs pour modifier par exemple l'apparence de notre champ de saisie. Donc supposons que je m'amuse à mettre 3 comme caractère et accepter, c'est-à-dire la largeur, et que je mette que je veux maximum 3 lignes. Donc je sauvegarde, je viens là, j'actualise ma page. Donc je vois que je peux taper maximum 3 caractères par ligne. Et aussi j'ai une, donc si je retourne à la ligne, j'ai une ligne, 2 lignes, 3 lignes. Donc cela répond aux critères que j'ai renseignés ici. Donc c'est ainsi qu'on peut créer soit des champs de saisie monolignes ou des champs de saisie avec plusieurs lignes. Donc je peux enlever ceci, laisser ça par défaut, actualiser la page. Donc là c'est bon. Une chose aussi que nous allons voir, c'est l'utilisation des tests indicatifs. Donc les tests indicatifs, ici nous avons des tests indicatifs. J'avais dit que c'était des valeurs qui sont mis par défaut par le navigateur dans un contrôle si aucune valeur n'est encore saisie par l'utilisateur. Donc certaines personnes utilisent sur certains sites comme test en même temps associé au contrôle. Donc nous allons voir maintenant la différence entre ça et le test ou l'étiquette vraiment associée au champ. Donc si je reviens dans mon navigateur ici, supposons que je veux dire à l'utilisateur ici, lui afficher un test indicatif, saisir votre prénom. Donc du coup, pour réaliser cela, on utilise l'attribut placeholder. Placeholder, donc du coup, je retourne là. Je vais ajouter un nouvel attribut ici que je nomme placeholder. Donc ici, je tape placeholder. Donc je lui donne un test qui sert de test indicatif. Donc je peux mettre ici saisir votre prénom par exemple. Oui, je mets saisir un prénom. Donc j'enregistre là. Je retourne dans mon navigateur. J'actualise ma page. J'ai un souci ici. Le placeholder ne s'affiche pas. Je l'ai mis au niveau du label au lieu de le mettre au niveau de l'input. Donc c'est le champ de saisie qui définit son test indicatif. Donc je retourne là, j'actualise ma page. Donc on voit maintenant que lorsque je viens par défaut, j'actualise de nouveau. Lorsque je viens par défaut sur la page, j'ai un test indicatif ici. Donc tant que je ne mets pas de valeur, le test est toujours là. Et lorsque je commence par rentrer une valeur, donc le test disparaît. Parce que c'est un test indicatif qui sert à indiquer, à donner des informations sur ce qu'on doit faire. Donc c'est de cette façon qu'on peut utiliser les placeholders. Donc ceci s'applique également au champ de saisie multiligne. Donc il me suffit de faire la même chose ici, de lui donner un placeholder. Donc je peux mettre ici par exemple un message ici. Je retourne, j'actualise ma page. Le navigateur ne m'affiche pas le placeholder. Pourquoi? Est-ce qu'il y a une erreur ici? Ok, donc le placeholder est bien affiché. La raison pour laquelle le placeholder n'était pas affiché tout à l'heure, c'est parce que par défaut, la valeur, pour donner une valeur par défaut au test ARIA ou au champ de saisie multiple, on peut mettre la valeur ici. Donc si je fais ceci par exemple, vous verrez que ce sera le test affiché par défaut renseigné par défaut dans mon champ de saisie. Mais vu que nous avons vu tout à l'heure que le placeholder est utilisé seulement lorsque le champ est vide et qu'aucune valeur n'est renseignée.
Donc tout à l'heure, vu que ceci était comme ça, pour le navigateur, quand j'avais fait ceci, pour le navigateur, c'est comme si j'avais mis explicitement de l'espace ici. Donc raison pour laquelle on voit cet espace qui est saisi mais qui n'est pas visible. Raison pour laquelle le placeholder n'est pas affiché. Donc c'est comme si j'avais déjà saisi une valeur qui est de plusieurs espaces vides. Raison pour laquelle le placeholder n'était pas affiché. Donc il faut faire attention à cela. Nous allons maintenant voir comment créer une case à cocher comme nous l'avons ici. Donc les cases à cocher dans le jargon s'appellent des checkbox. Donc je vais ajouter un checkbox juste là. Pour cela, on utilise toujours la balise input. Mais cette fois-ci, le type à préciser dans ce cas est checkbox. Donc c'est de cette façon qu'on peut créer une case à cocher sur un formulaire. Donc je vais simplement laisser ça comme ça. Je retourne dans mon navigateur sur le formulaire en question. J'actualise la page. On voit qu'il y a une case à cocher qui est affichée là. Je peux la cocher et la décocher. Mais il n'y a aucun test ou aucun label ici pour indiquer quoi faire à l'utilisateur. Donc ça, déjà, je peux définir ça au niveau d'un paragraphe comme je l'ai fait pour les autres éléments, pour que ça soit sur une ligne séparée. Et en plus de cela, je dois ajouter un test indicatif ici. Donc d'abord, je crée le label. Donc comme nous venons de le faire ou de le voir, c'est que je vais associer ce label à ce checkbox en fait, pour que lorsqu'on clique par exemple sur le label, que ça coche le checkbox en question. Donc ici, je vais juste donner un ID. Donc, je lui donne par exemple la valeur condition d'utilisation. Donc je vais mettre par exemple condition générale d'utilisation. Je nomme ça comme ça, CGU. Donc je fais ceci. Donc je vais mettre juste ici, j'accepte les conditions d'utilisation. On va voir ce que ça donne. Donc je retourne dans le navigateur. J'actualise ma page. Donc je vois que le label est affiché juste avant la case à cocher. Donc je peux cocher ça. Je peux également cliquer ici pour cocher ou décocher la case en question. Donc je peux simplement déplacer ceci là. Je retourne pour avoir la même apparence que sur le site. Donc là c'est bon. Je peux cocher ici en cliquant sur le test. Mais ce qui se fait généralement dans la pratique, c'est que on associe généralement, on insère généralement pour les checkbox, on les insère directement ici dans le label comme ça. C'est ce qui se fait généralement. On les englobe dans le label comme ça. Donc c'est ce que vous verrez sur la plupart des sites ou dans la plupart des codes. Ça permet d'avoir toujours le même effet. Donc on a toujours la même apparence, le même comportement. Donc c'est une façon de faire pour dire que le label est explicitement associé à ce checkbox. Donc c'est de cette façon qu'on peut créer une case à cocher. Nous allons maintenant commencer par voir comment effectuer des choix. Donc nous allons commencer par le cas le plus simple. Donc ici, nous allons créer ça. Donc permettre à l'utilisateur de faire un choix parmi les éléments qui sont affichés ici. Donc je crée un nouveau paragraphe. Donc je viens juste là. Après le nom, le prénom. Oui, je le mets juste là. Donc je crée un nouveau paragraphe encore une fois. Donc pour créer ces types de champs, ce qu'on appelle les radio buttons ou les boutons radio en français. Donc on utilise la balise input toujours, mais cette fois-ci en utilisant le type radio. Donc je fais ceci. Input. Je précise le type, je mets ici radio. Donc on va voir ce que ça donne sur l'interface d'abord avant de continuer. J'actualise ma page, donc on voit que j'ai un bouton qui s'affiche là, que je peux cocher.
La différence avec les cases à cocher, c'est que si je coche le champ, je ne peux plus le décocher. Donc du coup, ici, nous avons besoin de 3 valeurs. Donc, nous avons vu femme, homme et ne pas préciser. Du coup, ici, je vais d'abord créer mon label que je vais associer au champ en question. Donc pareil pour le cas, comme pour le cas des checkbox, je vais directement insérer l'input à l'intérieur du label. Donc c'est une façon de faire qui s'applique au checkbox et puis au bouton radio. Donc là, je définis mon ID. Donc je vais dire par exemple que j'ai besoin de l'ID pour le label. Du coup, je précise ici par exemple que c'est CES par exemple masculin. Donc du coup, j'utilise cette valeur ici. Et pour le test, reste à voir si je veux l'afficher avant ou après le bouton radio. Donc je vais voir ce qui est fait ici sur la capture. Donc le test est affiché juste après le bouton radio. Donc je fais pareil ici. Donc je vais afficher le test juste là. Donc je mets par exemple homme ici. Je sauvegarde. Je retourne dans mon navigateur. Je vais tester pour voir si l'affichage est bon. Donc j'ai bien l'affichage. Si je clique là, ça coche la case ou le bouton en question. Donc je vais juste recopier ceci et l'utiliser 3 fois en changeant juste les valeurs ici. Donc je mets femme ici. Donc je fais F. Ici, quel est le test qui est affiché? On a ne pas renseigner. Donc je mets ici ne pas renseigner. Ne pas renseigner. Donc je mets ici en non. Donc il faut changer les différents ID. C'est bon, je sauvegarde, je retourne là. Je viens dans mon navigateur, j'actualise la page. J'ai bien le résultat escompté. Le seul problème que nous avons ici, nous avons vu que les radio-boutons sont utilisés lorsqu'on veut faire un choix parmi une liste d'éléments. Mais là, on voit qu'on arrive à cocher ou à choisir les 3 éléments, alors que le but est juste de sélectionner une valeur parmi ces 3. Donc, pour pouvoir dire au navigateur que ces éléments sont associés, on passe par l'attribut name. Donc, il faut donner l'attribut name commun à ces différents éléments pour que le navigateur sache que ces différents éléments sont associés. Donc, pour pouvoir faire ça, je retourne dans mes différents inputs ici et je vais leur donner une valeur de name qui est identique. Donc, je mets juste ici... Après avoir précisé le type et tout ça, je fais juste ici name et je lui donne une valeur donnée. Donc ce sera une valeur qui sera la même pour tous ces champs. Et c'est ce qui va permettre au navigateur de savoir que ces différents éléments sont liés, qu'il faut faire un seul choix parmi ces 3. Donc je retourne dans mon navigateur, j'actualise ma page, donc là je coche ça. Lorsque je viens là maintenant, on voit que dès que je prends un élément, les autres éléments sont décochés automatiquement. Donc je ne peux faire qu'un choix parmi ces 3. Donc soit je suis un homme, soit je ne veux pas préciser renseigner le CES dans ce cas. Donc voilà comment on peut utiliser les boutons radio pour permettre à l'utilisateur de faire un choix parmi une liste de choix à faire. Mais chose importante à savoir ici, c'est qu'on utilise les radio-boutons généralement lorsqu'on a moins d'options à donner à l'utilisateur. Mais lorsque nous avons plus de 3 options à donner à l'utilisateur, on utilise les boîtes de sélection directement. Donc nous allons voir maintenant comment créer des boîtes de sélection. Donc pour cela, nous allons l'utiliser pour pouvoir permettre à l'utilisateur de sélectionner sa date de naissance, c'est-à-dire le jour, le mois et l'année. Donc nous allons ici faire simplement, d'abord je vais créer la date de naissance, donc je vais mettre ici, je vais créer un test simple, donc je fais ici
je mets simplement le test ici. Donc, par exemple ici, je fais une div. À l'intérieur, je vais mettre 2 paragraphes. Donc, le premier paragraphe va contenir une date naissance qui sera juste le test affiché à l'utilisateur. Je vais mettre ça en gras ici. Donc, je mets strong. Ici, je vais maintenant créer mes différentes zones de sélection. Donc, nous allons commencer par le jour. Donc, commençons ici par le jour. Donc, je fais juste ceci. Donc, il faut permettre à l'utilisateur de faire une sélection parmi une liste d'éléments. Donc, la première chose, c'est que pour créer une zone de sélection, on utilise la balise select, comme ça. Je sauvegarde. Lorsque je retourne sur la page, nous verrons que nous n'avons rien. Je viens là, j'actualise la page, j'ai juste ceci. Mais j'ai l'apparence de la sélection, mais je n'ai pas les éléments à sélectionner. Donc aucun élément n'est m'est proposé lorsque je clique sur le champ en question. Donc pour pouvoir définir les options, donc on utilise la balise option. Donc chaque option qui sera affichée dans la liste ici est définie en utilisant la balise option. Donc cette balise prend, à l'intérieur de cette balise, on met le nom affiché à l'utilisateur et ici on renseigne la valeur qui sera envoyée pour le traitement. Donc pour le moment, nous ne traitons pas la partie serveur où l'envoi des données pour les traitements. Donc du coup, on ne va pas considérer vraiment le value pour le moment, pour cette étape. Donc on verra ça peut-être dans une autre vidéo sur la manipulation du DOM par exemple, ou lorsque nous serons sur le point de communiquer avec le serveur, c'est là où on aura vraiment besoin de cet attribut value. Donc ici on se limite juste à la partie HTML. Donc select pour définir la zone comme on vient de le faire. Et pour chaque option à afficher, on définit ici la valeur affichée à l'utilisateur, ici la valeur qui sera envoyée à l'utilisateur, au serveur. Donc ici, on peut dire que ce qui est inséré dans le option représente le label. Donc ici, pour les jours, nous allons faire de 1 jusqu'à 31, parce qu'on a 31 jours dans l'année. 2, 3, ainsi de suite jusqu'à 31. Donc je vais me limiter à juste, disons, 5 valeurs ici. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Donc vous aurez compris, l'idée c'est de lister tout. Donc généralement on peut passer par le JavaScript pour faire cela, pour éviter de l'écrire manuellement. Donc ici pour la valeur, je peux dire que ça correspond à 1, ça correspond à 2. Ceci correspond à 3, etc. Donc cela veut dire que en réalité, c'est cette valeur qui sera affichée à l'utilisateur, mais on l'envoie du formulaire, c'est cette valeur qui sera envoyée vers le serveur pour le traitement. Donc nous allons retourner ici, on actualise notre page, donc on voit maintenant que nous avons la proposition 0, 1, 2, 3, etc. jusqu'à 5. Donc ce qui nous permet de faire la sélection. Donc une chose aussi à savoir, c'est que généralement, comme nous pourrons le voir si je reviens sur cette capture, on définit certaines valeurs qui servent de label ou de placeholder par défaut affiché à l'utilisateur pour lui permettre de savoir ce qu'il est sur le point de sélectionner. Donc pour pouvoir faire cela, généralement ce qu'on fait, on utilise la première option, mais on ne précise pas son attribut ou son attribut value. Donc généralement ce qui se fait, c'est que ici on va dire maintenant, c'est ici où nous allons mettre le jour. Donc ici, je vais mettre juste ici jour. Donc ça veut dire que c'est une option qui n'a pas de valeur, donc du coup qui ne peut pas être sélectionnée. Donc je sauvegarde, je retourne dans mon navigateur, j'actualise la page. Donc du coup, par défaut, la valeur prise c'est jour. Mais c'est une valeur qui peut être sélectionnée. Mais ce qui se fait généralement, ici on peut sélectionner la valeur parce que ça fait toujours partie des options. Mais ce qui se fait généralement, c'est qu'on désactive cette option pour que ça ne soit pas
sélectionner. Donc, nous verrons, pour donner un avant-goût, je peux faire ceci. Donc cela désactive la sélection possible de cette valeur dans la liste. Donc si j'actualise ma page, donc là on voit que le jour ne peut pas être sélectionné ici par défaut. Le seul souci que nous avons ici, lorsqu'on vient la première fois sur la page, on voit que l'élément n'est pas sélectionné, alors que l'idée c'est d'avoir la même apparence comme ici. C'est-à-dire que ça soit affiché ou sélectionné par défaut, mais que l'utilisateur ne puisse pas explicitement le sélectionner après. Mais on voit ici que nous n'avons pas cette présentation. Donc pour encore avancer un peu, c'est quelque chose que nous verrons par la suite. Ici, pour pouvoir faire sélectionner une valeur par défaut, je vais revenir en arrière, c'est que lorsqu'on utilise des options comme nous l'avons ici, je ramène le code initial. Il est possible de dire par exemple que nous voulons par défaut sélectionner une certaine valeur dans la liste. Donc pour pouvoir faire cela, on utilise l'attribut selected comme ça. Et cela permet d'indiquer au navigateur que par défaut, lorsque tu affiches la page, sélectionne cette valeur. Donc ceci est utilisé pour pouvoir sélectionner des valeurs par défaut lorsqu'on récupère par exemple des valeurs du serveur. Donc supposons que j'actualise cette page, donc on voit que la valeur 3 est sélectionnée par défaut. Donc c'est l'élément qui a le selected qui est sélectionné par défaut. Donc on ne peut avoir qu'un seul élément sélectionné à la fois, vu que c'est une option ou une liste d'éléments sélectionnés. Donc du coup la technique pour pouvoir avoir la présentation que nous avons ici, c'est de marquer l'élément comme sélectionné mais désactivé. Donc nous allons faire juste ceci. Donc on va juste dire ici que notre jour est sélectionné par défaut. Donc si je reviens là, cela nous permet d'avoir le jour qui est sélectionné par défaut. Mais là, on peut toujours sélectionner le jour en question. Donc ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est de désactiver ça pour ne pas permettre à l'utilisateur de le sélectionner. Donc pour faire ça, nous avons vu tout à l'heure qu'il suffit d'ajouter ici l'attribut disable. Je sauvegarde, je retourne là, j'actualise ma page. Là, je ne peux plus sélectionner le jour parce que c'est désactivé. Si j'actualise la page de nouveau, c'est la valeur par défaut, mais on ne peut plus la sélectionner après. Donc voilà. Donc concernant vu que je parle de la sélection, concernant les checkbox ou les boutons radio, nous pouvons faire la même chose. Donc pour les checkbox que nous avons vu tout à l'heure, donc ici, donc on peut indiquer que ce checkbox est par défaut coché en utilisant l'attribut check comme ça. Donc je sauvegarde, je retourne. Donc par défaut, ce qu'on avait, c'est que la valeur n'était pas cochée. Mais là, vu qu'on précise que c'est check par défaut, si je fais ceci, on voit que le champ sera coché par défaut. Donc c'est de cette façon qu'on peut utiliser le check pour cocher une case à cocher par défaut. Donc c'est pareil pour les radio boutons également. Donc on peut également dire ici que ceci est... On peut préciser la valeur par défaut en utilisant également l'un de ces attributs. Donc du coup je peux faire ici checked. Donc ça veut dire que c'est femme qui sera coché par défaut. Donc je retourne là, j'actualise ma page et on voit que c'est la femme qui est cochée par défaut. Mais dans ce cas, ce qui serait judicieux de faire, c'est par défaut de dire que l'utilisateur ne veut pas renseigner la valeur. Donc je mets l'attribut juste ici. Je retourne dans mon navigateur, j'actualise la page, on voit que maintenant j'ai ne pas renseigner qui est coché par défaut. Donc nous allons faire la même chose pour le mois et puis l'année. Donc on retourne là. Pour faire simple, je vais juste copier ça. Ou nous allons taper cela pour pouvoir avoir la marque. Du coup, je mets ensuite le mois. Nous avons dit tout à l'heure qu'il faut créer une zone de sélection, un select, et renseigner les différentes options. Et pour chaque option, il faut préciser le label
qui sera ici janvier. Donc on fait pareil pour le mois de février, etc. Donc je mets ici février, janvier, février, mars, ainsi de suite. Donc je vais faire la même chose pour l'année également. Donc tout ça, c'est des choses qu'on peut faire, au lieu de le faire manuellement, on peut le faire en utilisant le JavaScript. Donc ici, je peux écrire directement, par exemple, je vais mettre ça à 1900, je sais pas, je vais mettre 1900. C'est à titre indicatif, donc je mets 1900, 1901, 1902, etc. Du coup, je sauvegarde cela, je retourne dans mon navigateur, j'actualise la page. Donc j'ai le jour, j'ai le mois, j'ai l'année. Donc c'est de cette façon qu'on peut utiliser les zones de sélection. Okay, donc je vais faire la même chose ici. Donc on va se dire ici que nous voulons avoir un élément par défaut qui sera utilisé comme label. Donc je mets ici mois. Et je fais la même chose ici pour l'année. Comme ça ressemble à notre target. J'actualise ma page. Donc là, j'ai le résultat escompté qui ressemble un peu à ce que nous avons vu là. Donc nous avons vu les différents éléments jusque là. Qu'est-ce qu'il nous reste à voir? Il nous reste juste à voir comment créer un bouton. Et ça, je pense que c'est la chose la plus facile à faire. Donc pour créer un bouton sur un formulaire, on utilise la balise button. Donc du coup, je peux réduire cette partie pour avoir de l'espace dans mon éditeur de texte. Donc pour créer un bouton, on utilise bouton comme ça, simplement comme ça. Donc si je fais ça, on verra que j'aurai un bouton, mais qui ne va rien afficher. Donc il s'agit d'un bouton ici, mais qui ne contient aucun test. Donc l'idée, c'est de mettre un test qui sera affiché à l'utilisateur. Donc ici, on va simplement mettre s'inscrire. S'inscrire. Je retourne dans mon navigateur. J'actualise ma page et je vois que j'ai le bouton s'inscrire qui est juste affiché là. Une chose importante à savoir au niveau de l'utilisation des boutons, c'est que par défaut, lorsque nous avons un bouton dans un formulaire, comme c'est le cas ici, cela permet de soumettre le formulaire en question par défaut. Donc lorsque l'utilisateur va cliquer dessus, le formulaire sera soumis directement grâce à ce bouton. Donc raison pour laquelle il est important de toujours préciser le type des boutons. Donc il y a des boutons simples. Donc pour un bouton simple, le type c'est button comme ça. Donc ça veut dire que lorsque l'utilisateur va cliquer dessus, que cela ne va pas soumettre le formulaire. Donc ce serait juste un simple bouton. Mais si supposons que nous avons un autre bouton ici, si nous voulons que ce bouton, donc ici je peux mettre test comme ça. Du coup, pour définir explicitement un bouton associé à un formulaire qui permet de soumettre le formulaire, donc le type du bouton dans ce cas est submit comme ça. Donc c'est ce qui fait la différence. Donc ça veut dire que même si j'enlève ceci, si mon formulaire est comme ça, par erreur, lorsque l'utilisateur va cliquer dessus, le formulaire ne sera pas soumis, vu que c'est pas un type submit, et que c'est explicitement un type button. Mais lorsque je précise le type explicitement qui est submit, le navigateur sait que c'est ce bouton qui va me permettre de soumettre le formulaire en question. Donc il y a un troisième type de bouton qui permet de faire le reset, c'est-à-dire de faire tout le contenu du formulaire. Donc du coup, je peux faire ici annuler, par exemple. Donc cela permet d'effacer tout le contenu du formulaire. Donc nous allons faire un test ici. J'actualise ma page, ok. Donc j'ai le bouton annuler maintenant qui apparaît. Donc je mets ici un test, je saisis mon mot de passe, mon email, et je me rends par exemple compte que j'ai fait une erreur.
Donc ce que je peux faire, déjà je renseigne les autres valeurs. Supposons que je veux annuler la saisie, donc il me suffit de faire ça. Donc on voit que tous les champs ont leur valeur par défaut qui est reprise, quoi. Donc pareil, supposons que je fais ça et que je fasse ça. Donc le bouton, les valeurs repassent à leur valeur par défaut avant que je ne commence par faire la saisie. Donc voilà pour les éléments de formulaire. Donc, nous avons vu les différents éléments qui se trouvent sur ce formulaire pareil là. Donc avant de terminer, nous allons parler un peu de l'état des contrôles de validation et puis de regroupement de champs de formulaire ou de contrôle. Donc concernant l'état, lorsque nous prenons un élément de formulaire, c'est-à-dire un contrôle, cet élément peut avoir l'état activé ou désactivé. Donc activé, ça veut dire que l'utilisateur peut saisir des valeurs à l'intérieur, modifier la valeur, etc. Mais désactivé, ça veut dire que l'utilisateur n'aura plus la main pour pouvoir écrire dans le champ en question. Du coup, pour modifier l'état d'un contrôle, on utilise l'attribut disable que nous avons vu tout à l'heure. Donc nous avons vu que tout à l'heure, nous avons désactivé le choix de cette option qui nous sert ici de test indicatif. Donc pour faire la même chose pour tout ce qui est contrôle en ajoutant l'attribut disable. Donc supposons que nous voulons désactiver la modification de ce choix, on veut forcer l'utilisateur à accepter les conditions, que l'utilisateur ne puisse pas modifier cette valeur. Donc on peut juste ajouter un disable à notre input ici. Donc si je fais ceci, disable, que je retourne dans mon navigateur, j'actualise la page, donc on voit qu'on a une apparence qui change, c'est-à-dire que la case est cochée, mais on ne peut pas modifier sa valeur, même si je clique dessus. Donc on peut faire la même chose pour les autres champs. Donc ici, je vais le faire par exemple pour le cesse. Donc je copie ceci. Je viens au niveau du champ du cesse. Donc du coup, je dois le faire explicitement pour les différentes valeurs. Donc je fais ça. Les différentes options plutôt. Ok, donc on voit maintenant que ne pas renseigner est coché par défaut et qu'on ne peut plus modifier les autres valeurs. Donc pareil pour le nom, par exemple, je peux faire pareil pour le nom. Donc il suffit de trouver le bon champ, de faire désactiver ici. Donc si je retourne dans mon navigateur, j'actualise la page, donc on voit que le champ change d'apparence. Donc ça ne me permet plus de renseigner la valeur en question. Donc voilà pour l'état d'un contrôle. Donc il y a également la validation. Le HTML permet d'ajouter certaines validations à des champs en utilisant certains attributs. Donc on peut dire par exemple qu'un champ est requis, un champ doit avoir une taille maximale en nombre de caractères, etc. Donc nous avons vu un exemple avec les types lorsqu'on a précisé tout à l'heure que le type du code postal était number, que cela ne nous permettait plus de saisir des valeurs alphabétiques. Et on peut aller plus loin et ajouter certains contrôles et dire par exemple qu'un champ est requis. Donc si je veux dire par exemple que le prénom est requis, il me suffit d'ajouter ici un attribut required ici. Donc si je mets par exemple required ici, donc cela me permet d'indiquer au navigateur que ce champ en question est requis. Donc si l'utilisateur vient, des fois le navigateur, lorsqu'on quitte, cela affiche en fonction du navigateur, cela affiche des fois pas une erreur, mais ça marque le champ d'une certaine façon que l'utilisateur puisse savoir que ce champ est requis ou pas. Donc on peut également aller plus loin dans les validations. Il y a différents types d'attributs en fonction du contrôle que nous sommes en train d'utiliser qui permet d'ajouter des validations. Donc supposons que je dise par exemple que pour le nom, ou plutôt pour le prénom, que je veux autoriser un maximum de 3 caractères. Donc l'utilisateur ne peut saisir que supposons que l'utilisateur ne puisse saisir que maximum 3 caractères dans ce champ. Donc je peux faire ceci en ajoutant le mass length comme ça. Si je retourne et que j'actualise ma page, le champ
prénom. Donc il s'agit de ce champ. Donc je vois que je continue par taper des valeurs, mais rien ne s'affiche ici parce que j'ajoute une validation à travers cet attribut en disant que j'accepte maximum 3 caractères dans ce champ. Donc le navigateur me contrôle cela. Donc voilà pour la validation. Donc il existe différents attributs comme ça pour contrôler ou ajouter des validations côté navigateur au contrôle ou aux éléments de formulaire que nous sommes en train de définir. Maintenant que nous savons créer des éléments de formulaire et comment y apporter des validations, les désactiver ou les activer, nous allons voir maintenant la notion de field set qui permet de créer des groupes de champs ou des groupes de contrôle sur un formulaire donné. Donc pour mieux comprendre cette partie, j'ai mis en place ici un petit formulaire que vous êtes capable de réaliser avec les connaissances actuelles également. Donc il s'agit d'un formulaire qui permet à des groupes de 2 personnes de s'inscrire pour une compétition donnée. Donc pour la compétition, il faut renseigner le nom du groupe, donner une petite description du groupe et renseigner des informations sur les membres de l'équipe en question. Donc nous voyons ici que pour ce formulaire, nous avons des informations qui sont communes au groupe et nous avons des informations qui sont propres à chaque membre de l'équipe, à savoir le nom, le prénom et puis sa ville. Donc lorsque nous créons ce formulaire de façon classique, on se retrouverait à créer par exemple name1, ville1, name2, ville2, ville1, ville2. Donc on se retrouvera avec des champs qui vont se répéter avec les mêmes noms et les mêmes attributs. Donc si nous regardons rapidement le code de la page, donc la partie, nous avons d'abord la définition du champ permettant de renseigner le nom, le champ permettant de renseigner les messages descriptifs de la description du groupe, les informations qui concernent la première personne, les informations qui concernent la deuxième personne. Donc, lorsque nous avons des cas d'utilisation ou des besoins comme ça, ce que nous pouvons faire, déjà, sur cette page, on voit que ces informations se répètent. Et ces informations, supposons que nous avons une équipe de 10 personnes, donc on aura répété ces informations 10 fois. Mais ces informations sont propres à chaque membre d'un groupe. Alors que les informations qui sont ici sont communes à tout le groupe. Donc, on peut décider de regrouper des informations qui sont liées afin de pouvoir appliquer par exemple des validations, des désactivations sur ces éléments en une fois. C'est-à-dire que sur ce formulaire, supposons que nous autorisons également une personne à participer et qu'il y a un champ qui permet à l'utilisateur de sélectionner, de choisir le nombre de membres d'équipe. Donc supposons qu'il coche un champ pour dire que oui, qu'il choisisse qu'il est seul dans l'équipe. Donc du coup, la personne n'aura plus à renseigner les informations sur la deuxième personne. Donc dans ce cas, on peut regrouper ces informations de façon à pouvoir les désactiver en une fois, au lieu de procéder à la désactivation de façon manuelle de tous les champs comme nous l'avons fait tout à l'heure. On peut également procéder à la validation d'une façon groupée des éléments qui sont groupés. Donc l'idée des field sets ou des groupes d'éléments de formulaires, c'est de pouvoir regrouper des informations qui sont liées dans un seul groupe afin de pouvoir leur appliquer par exemple une validation, une désactivation en une fois. Donc ici, supposons que notre contrainte est de désactiver les informations du membre du groupe 2. Donc avec nos connaissances actuelles, pour pouvoir faire cela, donc on doit ici faire ceci. Donc on doit faire un disable ici, au cas où la deuxième personne n'est pas présente, on est obligé de faire quelque chose comme ça. Si on retourne dans notre navigateur, qu'on actualise la page, on voit bien que les deux champs sont désactivés. Et pareil, lorsqu'on veut faire la même chose pour la première personne, on est obligé de le faire comme ça. Donc pareil, si nous voulons appliquer une validation, on doit le faire sur ces différents éléments de façon unitaire. Donc le HTML nous permet de regrouper des champs qui sont liés, comme dans le cas des membres du groupe par exemple. On peut regrouper toutes les informations d'un membre dans ce qu'on appelle un field set et contrôler cela en une seule fois. Donc pour réaliser cela, on utilise ce qu'on appelle des field sets. Donc les field sets, comme leur nom l'indique, c'est des regroupements, c'est des ensembles de champs. Donc ce que nous allons faire ici pour mieux comprendre la différence avec ce que nous avons fait ici, donc je vais créer un field set pour regrouper tous les éléments qui appartiennent à la première personne. Donc je fais par exemple un field set ici.
Donc dans le fil 7, on peut placer plusieurs contrôles qui sont dans ce cas groupés par ce fil 7. Donc si je fais ceci, je sauvegarde, je retourne sur ma page. Donc on voit que le navigateur m'ajoute en même temps une présentation pour me dire que ces différents éléments sont groupés dans un fil 7 donné. Donc l'avantage de cette façon de faire, c'est que si je veux maintenant désactiver les éléments qui appartiennent à ce fil 7, je peux directement passer par ici et ajouter le disable là. Donc je retourne, j'actualise ma page. Donc on voit qu'en faisant ça, en une fois, je désactive tous les éléments de mon fil 7. Donc ça a l'avantage par rapport à cette façon de faire où nous étions obligés de faire les choses unitairement sur chaque champ. Donc c'est une façon de faire. Concernant l'apparence, là peut être désactivée au besoin. Donc une seconde chose que le navigateur nous permet de faire par défaut, ici nous étions obligés de mettre un label ici pour pouvoir faire la différence entre les deux, ou pour pouvoir créer une petite section qui sera différente de la section ici, pour pouvoir marquer visuellement que cette section ou les éléments se trouvant dans cette section concernent le premier membre de groupe et les informations ici concernent le second membre de groupe. Donc, du coup, le HTML nous permet de pouvoir également définir un label pour un fil 7 donné qu'on appelle la légende. Donc du coup, pour pouvoir réaliser ça, toujours pour la première personne, là je suis dans mon fil 7 et j'ai mis dans le fil 7 les différents éléments qui concernent cette première personne. Donc je peux, en plus de cela ici, ajouter une balise legend qui me permet de donner ici un test qui sera utilisé sur le fil 7 ici, à titre indicatif, pour les éléments se trouvant dans ce fil 7. Donc ce que je peux faire ici, je vais mettre un test simple, je peux mettre ici test 1 comme ça, juste pour que vous ayez une idée avant de procéder à la mise en place du vrai test. Donc du coup, on voit que le test 1 que j'ai mis ici s'affiche bien ici. Donc c'est une présentation que le navigateur nous donne par défaut et qu'on peut personnaliser. Donc nous pourrons aller plus loin. Donc ce que je peux faire dans ce cas, je vais juste récupérer le test que j'ai ici et l'utiliser à la place du member one que j'avais mis. Donc je peux faire ceci. Donc ceci me permet de me débarrasser par exemple du test que j'ai mis là, qui ne me sert plus. Donc je retourne, j'actualise ma page. Donc on voit que c'est même plus joli que ce que j'avais avant. Donc je peux faire la même chose pour le second groupe d'éléments. Donc il s'agit de cette partie. Donc j'ai créé également un field 7 ici. Je déplace tous ces éléments à l'intérieur. J'ajoute la légende. Et je mets membre 2 au lieu d'utiliser le test que j'ai là. Je sauvegarde, je retourne dans mon navigateur, j'actualise ma page. Donc je vois que maintenant j'ai deux fils 7 sur ma page et ceci me permet de facilement apporter, de désactiver par exemple ce groupe d'éléments en une fois ou de faire la même chose pour le second groupe d'éléments. Donc du coup je peux enlever le disable que j'avais mis ici. J'actualise la page et là c'est bon. Donc c'est de cette façon qu'on peut également grouper des éléments qui sont liés dans un seul fil 7 afin de procéder par exemple à des validations, des désactivations sur ces groupes d'éléments. Donc dans la pratique, si je veux vérifier après que tous ces éléments sont valides, il me suffit de vérifier si le fil 7 est valide ou pas, en question est valide ou pas. Donc pareil ici. Donc c'est une façon de regrouper des éléments pour pouvoir y apporter des validations ou des contrôles, ou de procéder à des changements d'état comme le fait de désactiver le groupe d'éléments, de l'activer ou pas. Une dernière chose également ici, c'est que vous l'aurez peut-être remarqué, mais ici je n'ai pas inséré les éléments de formulaire dans un formulaire de façon explicite ici. Tout ce que j'ai mis sur ma page là se retrouve à l'extérieur d'un formulaire. Donc si j'inspecte même la page, on peut trouver que mes éléments ne se retrouvent, tous ces éléments ne se retrouvent pas à l'intérieur de mon formulaire ici. Cela juste pour dire que on n'est pas obligé de mettre des éléments de formulaire dans une balise forme
forcément. Mais c'est une bonne pratique de le faire parce qu'il se peut que sur une page, on ait juste un seul élément de formulaire comme un input par exemple qui sert à une recherche. Et dans ce cas, qui peut être manipulé directement en utilisant le JavaScript. Donc il y a des contextes où on n'a pas forcément besoin d'avoir un form qui englobe les éléments de formulaire comme l'exemple que je viens de faire. Donc ça, tout dépend du cas d'utilisation. Donc rien ne nous empêche d'utiliser un élément de formulaire de façon isolée comme nous l'avons fait tout à l'heure pour le formulaire que nous avons là. Donc je mettrai donc en description de la vidéo le lien vers le code final que nous avons fait afin de pouvoir évoluer dessus dans une prochaine vidéo. Donc dans la prochaine vidéo de cette partie, donc ce serait du CSS, donc nous allons voir comment ajouter du style au formulaire que nous avons créé, c'est-à-dire le formulaire initial qui se retrouve là. Donc je vais juste mettre ça là pour qu'on le voit une dernière fois. Donc ça c'est le deuxième formulaire. Donc il y a un form ici, un premier ici. Donc je vais mettre ici premier formulaire, ici deuxième formulaire. Du coup je peux mettre mon premier formulaire initial ici, celui qu'on a utilisé durant le début de la vidéo. Donc c'est ça. Donc dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment ajouter du style pour avoir une présentation qui ressemble à ça ou à ça. Donc ça, nous verrons ça dans la série sur le CSS. Donc voilà pour ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo, dont l'objectif était de vous montrer comment créer un formulaire en utilisant le HTML. Vous jugez que vous avez appris quelque chose à travers cette vidéo, alors n'hésitez pas à la liker. Vous souhaitez revoir d'autres vidéos comme celle-ci sur des sujets en rapport avec le développement web, alors n'hésitez pas à souscrire à la chaîne et à activer la notification. Je vous donne rendez-vous chaque jeudi pour de nouvelles vidéos.